Péninsule arabique, 1941. Chantier du grand pipeline Suleiman. Le sultan a exigé que tout soit terminé pour la tournée d'inspection du nouvel allié de l'Empire ottoman, l'Allemagne nazie. 25 ans plus tôt, la violente répression de la rébellion arabe a permis au pouvoir ottoman de conserver le contrôle de l'Arabie. Depuis, la découverte et l'exploitation de vastes champs de pétrole ont relancé l'économie. L'Empire ottoman est plus riche que jamais. En pleine Seconde Guerre mondiale, la construction stratégique d'un immense pipeline va permettre à l'Allemagne d'alimenter sa machine de guerre. Mais tout ceci n'est jamais arrivé. En 1917, un petit grain de sable va permettre la réussite de la révolte arabe et la prise de Damas. Notre histoire n'est qu'une suite d'événements incroyables. Chacun de nous peut en changer le cours. La plus infime de nos décisions peut influencer l'avenir de l'humanité. Et connaître le passé, c'est anticiper l'avenir. Vous écoutez L'effet papillon quand l'histoire bascule, Laurence d'Arabie pour une poignée de sable. 18 juin 1909. Le Britannique Thomas Edward Lawrence quitte l'Angleterre pour un grand périple en Orient. Novembre 1917. Dans la ville arabe de Deraa, le capitaine Lawrence est capturé, puis torturé par des soldats ottomans. 1er octobre 1918. Le prince Faisal entre dans Damas. Après 9 siècles, la ville sainte est à nouveau sous autorité arabe. Ces 3 événements sont des moments clés de l'aventure épique du lieutenant-colonel Lawrence, connu sous le nom Lawrence d'Arabie. Septembre 1908, Mont-Saint-Michel. Après plus de 3500 km, le jeune Thomas Edward Lawrence est sur le point de boucler son Tour de France à vélo. Passionné d'histoire et de fortifications médiévales, il s'est lancé sur les traces de son héros d'enfance, le célèbre Richard Cœur de Lion. Lawrence a toujours été un garçon atypique. Combien de fois n'a-t-il pas fait le mur pour se lancer dans une de ses escapades nocturnes ? Pour cet esprit rêveur et aventurier, rien de pire que la morne rigueur de l'école traditionnelle. Pourtant, il adore apprendre, mais uniquement ce qu'il veut et à sa façon. C'est à l'université d'Oxford que la vie place sur sa route une personnalité hors du commun. Un archéologue réputé, polyglotte, historien et reporter, le grand D.J. Hogarth. Jouissant du statut de professeur dans la prestigieuse université, l'intellectuel est aussi un homme d'action. Dans l'ombre, Hogarth œuvre pour les services de renseignement de Sa Majesté. Une couverture idéale. Sur le terrain, qui irait soupçonner d'espionnage un archéologue penché sur de vieilles pierres ? Et quoi de mieux qu'un poste de professeur pour recruter discrètement de nouveaux talents ? Car les services secrets ont en permanence besoin d'hommes solides, motivés, intelligents, à la forte capacité d'adaptation et au don pour l'improvisation. Savoir jouer du revolver est un avantage certain. En clair, l'Empire britannique a besoin d'hommes comme Lawrence. Suivant les conseils avisés de celui qui devient son mentor, le jeune homme apprend rapidement quelques rudiments d'arabe et quitte l'Angleterre pour partir découvrir l'Orient. Là-bas, tout le fascine. Il veut tout voir, tout visiter, tout toucher. Il se lance seul dans un long et difficile périple à pied de plus de 1700 km à travers cet immense pays qui s'étend de Constantinople au lointain désert d'Arabie, l'Empire ottoman. Dès le XVe siècle, les Turcs ottomans ont déjà conquis l'Anatolie et jeté les bases de leur empire. Leur expansion a été foudroyante. En 1453, ils ont pris d'assaut l'antique Constantinople et en ont fait leur nouvelle capitale. À son apogée, l'Empire ottoman s'est étendu sur plus de 5 millions de kilomètres carrés, des montagnes algériennes aux sables d'Irak, de la Hongrie aux pyramides d'Égypte.
Puis, au fil du temps, l'Empire est entré en déclin, victime des défaites militaires et des conflits internes. Au début du XXe siècle, le pouvoir ottoman, ruiné, est plus faible que jamais. En 1909, le sultan n'a plus qu'un pouvoir symbolique. En Europe, on considère l'Empire comme un vieil homme malade, et l'on spécule déjà sur ses terres. La couronne britannique, notamment, a tout intérêt à contrôler les territoires autour du canal de Suez. L'ouvrage stratégique, aux mains des Anglais, est situé en Égypte, alors terre ottomane. Sous prétexte d'une mission scientifique, l'Angleterre expédie 2 archéologues pour faire des relevés topographiques. Ils pourront toujours en profiter pour compléter les cartes de la région en prévision d'éventuelles opérations militaires. Parmi eux, un certain Lawrence. Bienvenue dans la mémoire de l'humanité. Tous les événements de notre histoire, aussi infimes soient-ils, y sont mémorisés et interconnectés. Il suffit d'en changer un pour bouleverser tous les autres. Ici, nous pouvons contrôler le temps, analyser et comparer des milliards d'événements pour réécrire l'histoire à l'infini. Par exemple, penchons-nous sur l'Empire ottoman à son apogée. Au XVIe siècle, les terres de l'Empire reposent sur 2 continents, l'Asie et l'Europe, et abritent une multitude de peuples et de communautés religieuses. Au centre, les Turcs sont originaires d'Asie centrale et ont progressivement adopté l'islam. Le Moyen-Orient est principalement occupé par les Arabes, qui parlent une langue sémitique totalement différente de leurs voisins turcs. C'est là qu'est né l'islam. Dans la partie européenne, au nord, les Balkans sont à la fois musulmans et chrétiens. Les populations parlent principalement des langues latines et slaves. Pourtant, malgré ces différences, l'Empire subsistera plus de 600 ans avant de disparaître. Une prouesse. Décembre 1914. Depuis l'été, les nations d'Europe se livrent un combat à mort. Une guerre totale, une guerre mondiale. La première. Au même moment, Lawrence arrive au Caire, en Égypte. Grâce aux relations mogarces, il intègre la section des renseignements militaires. Promu capitaine d'état-major, il s'intéresse de plus en plus à la politique locale. Lawrence comprend alors une chose cruciale. Pour affaiblir le pouvoir ottoman, il faut fédérer les petites puissances arabes, puis les placer sous l'autorité de la maison des Hachémites. Depuis 9 siècles, cette prestigieuse famille arabe est la gardienne des lieux saints de la Mecque et de Médine. Son chef, le shérif Hussein, est un descendant du prophète Mahomet, fondateur de l'islam. Vassal du pouvoir ottoman, il contrôle et administre la région du Hedjaz, dans la péninsule arabique. Mais secrètement, les Hachémites aspirent à une grande nation arabe, dont Hussein serait le calife. Pour les Ottomans, engagés dans le conflit mondial aux côtés des Allemands, la péninsule arabique devient une véritable poudrière. Dès le début des hostilités, les Britanniques ouvrent un front en Égypte. C'est alors qu'une nouvelle vient changer la donne. Du pétrole a été découvert dans la région de Bassora. Pour se garantir un accès à ces ressources, le gouvernement britannique décide de négocier secrètement avec son allié, la France. À la fin du conflit, les 2 puissances européennes redessineront les frontières du Moyen-Orient, puis se le partageront. Cette répartition, hautement confidentielle, prend le nom des 2 diplomates qui ont mené les négociations, Sykes et Picot. Maintenus secrets, ces accords sont en contradiction totale avec les nombreuses promesses d'indépendance faites aux Hachémites. Pragmatiques, les Anglais jouent sur plusieurs tableaux. Le même territoire est promis plusieurs fois. Cependant, Hussein et ses fils restent malgré tout persuadés du soutien britannique. Le shérif publie sa proclamation d'indépendance, acte de naissance de la Thawra el-Arabia el-Kubra.
la grande révolution arabe. Lorsque la révolte éclate, Lawrence est transféré à l'Arab Bureau, service britannique qui soutient la cause arabe. Première mission, trouver dans le camp d'Hussein un chef capable de mener la révolte arabe. En novembre 1916, il rencontre l'un de ses fils, le prince Faisal. Fasciné par cet homme qui se bat avec fougue mais sans moyens, Lawrence parvient à convaincre ses supérieurs. Le prince Faisal est l'homme de la situation. Le capitaine se voit alors confier une nouvelle mission, devenir le conseiller militaire du prince. En janvier 1917, l'armée bédouine de Faisal se met en marche, toute bannière déployée. Chevauchant à ses côtés, entièrement vêtu comme un bédouin, Lawrence. Connaître ses faiblesses. Le capitaine Lawrence comprend très vite que les Bédouins ne peuvent pas affronter directement une armée moderne. Les nomades, sous-équipés, manquent de discipline, ne savent pas tenir une ligne de feu, sont imprévisibles. Il sait aussi que son armée de volontaires est très sensible aux pertes et qu'il faut préserver ses troupes, déjà en infériorité numérique. Il développe alors un concept de guerre particulière. Face à une armée classique et bien équipée, il faut répondre par des troupes légères, mobiles et disposant d'une grande autonomie. Raids éclairs et sabotages sont alors bien plus efficaces que des charges suicidaires. Cette tactique contourne les faiblesses de ses troupes et utilise au mieux ses points forts, endurance des chameaux d'Arabie, solide connaissance du terrain des nomades, complicité de la population qui fournit de bons renseignements sur l'ennemi. C'est le principe de la guérilla. Juin 1917, désert du Néfout. Grâce à l'or anglais, Lawrence est parvenu à rallier à la cause le clan du chef Aouda. Ces précieux renforts ne seront pas de trop. Dans quelques jours, au bout de cette fournaise impitoyable, ils attaqueront par surprise le port stratégique d'Aqaba. Alors que la flotte anglaise pilonne les défenses du port, toutes tournées vers la mer, une horde de guerriers bédouins déferle des montagnes là où personne ne les attendait. Avant la fin de la journée, Aqaba tombe aux mains des rebelles arabes. Victoire éclatante pour Lawrence. Sa légende se construit. L'Anglais partage la vie des Bédouins. Ils portent leurs vêtements, d'or à la belle étoile et endurent la soif. En première ligne, il est de tous les combats. Les Anglais, eux, sont plus impressionnés par ses résultats tactiques. Sa méthode de guérilla est terriblement efficace. On le promeut major, lui donne plus d'armes, de munitions et d'explosifs et on le renvoie dans le désert. Septembre 1917, point d'eau de Moudawara. Pour prévenir les attaques, les Ottomans ont commencé à blinder leurs trains. Mais, malgré ces précautions, celui-là ne résistera pas longtemps aux puissants explosifs placés sous la voie. Lawrence devient rapidement un expert pour démolir des rails et faire sauter des convois. Les Arabes le surnomment désormais « Prince Dynamite ». En octobre, à la demande du commandement britannique, Lawrence et l'armée de rebelles s'infiltrent derrière les lignes ottomanes pour faire diversion. La mission est périlleuse et plusieurs accrochages tournent mal. Un soir, Lawrence décide de partir en reconnaissance à Deraa. Le petit groupe marche anonymement dans cette ville où transite le ravitaillement ennemi. C'est alors qu'il croise une patrouille ottomane. Malgré ses vêtements bédouins, l'un des soldats remarque la peau blanche de Lawrence et le prend pour un déserteur du nord de la Turquie. Il est aussitôt arrêté. Emprisonné, il subit un interrogatoire violent. Les coups de fouet commencent à pleuvoir, ainsi que les sévices sexuels. Lawrence se débat, mais il est tabassé et immobilisé. Il sait que si un seul mot d'anglais lui échappe,
Ses tortionnaires le démasqueront aussitôt. Puis, le supplice s'arrête. Laurence est laissée à même le sol, en sang. L'aube se lève. Laurence, brisée, rassemble ses dernières forces et parvient à s'enfuir. Nous venons d'arriver à un point de divergence. Un point de divergence est un événement clé, un carrefour dans notre histoire où notre monde peut basculer d'un côté ou de l'autre. Laurence n'est pas le chef de la rébellion, mais il en est le catalyseur. Par sa force de conviction, des armées dispersées se rassemblent et se battent côte à côte. Si, soumis à la torture, il s'était trahi en parlant anglais, son sort aurait été scellé. Les Ottomans tenaient là l'un des piliers de la révolte arabe. La rébellion aurait perdu de son unité et peut-être même une part du soutien anglais. On peut alors imaginer une issue différente à la guerre. Les Britanniques, privés de leurs précieux alliés arabes, se seraient peut-être contentés de maintenir leur position en Égypte. À la fin du conflit en Europe, les armées ottomanes auraient été encore solidement présentes dans l'ensemble de la péninsule arabique. Débarrassé des Anglais et des Français, l'Empire ottoman aurait survécu à la Première Guerre mondiale, au moins jusqu'à la Seconde. 1918. En Europe, tout s'accélère. En Orient aussi. Ce qui n'était au début qu'une guérilla improvisée est maintenant un support essentiel pour l'armée britannique, qui progresse plus vite que jamais en territoire ottoman. Laurence, devenu lieutenant-colonel, multiplie les raids audacieux. Remontant vers le nord, il fait sauter ponts et voies ferrées. Partout, les Ottomans battent en retraite, fuyant devant les sabots des cavaliers du désert, lancés à plein galop à la conquête de leur avenir. Alors que des milliers de Bédouins se ruent sur Damas, d'autres convergent vers Médine, la ville sainte. Les têtes de Laurence et des chefs arabes sont mises à prix. Malgré la promesse d'une énorme récompense, aucun Arabe ne trahit ses chefs devenus légendaires. Le 19 septembre, alors que les Britanniques déclenchent une grande offensive, la révolte générale est proclamée. C'est la panique dans l'armée turque. La guerre semble toucher à sa fin sur tous les fronts. Et il était temps. Dans le sillage des armées des deux camps, les massacres se multiplient, alimentés par le feu de la vengeance. Le prince Faisal et le colonel Laurence, chevauchant côte à côte à la tête de leur armée nomade, se dirigent droit sur Damas. Le 1er octobre 1918, le drapeau de la révolte arabe flotte enfin sur l'hôtel de ville. Le 30, mis à genoux, l'Empire ottoman concède son ultime défaite. Révolte ou révolution ? Une révolte est un refus d'obéir à une autorité et se manifeste par une tentative d'insurrection ou de mutinerie. Une révolution est un renversement brusque d'un régime par la force. Elle implique un profond changement politique et social. En 1789, confronté à un mouvement populaire de grande ampleur, le roi de France, Louis XVI, ne mesure pas l'ampleur de cette lame de fond contestataire. À ses yeux, une simple révolte. Quelques années plus tard, il est guillotiné et le royaume de France, emporté par la tourmente révolutionnaire, devient une république. Le soulèvement arabe de 1915 est techniquement une révolte. Les Arabes veulent conquérir le pouvoir, mais pas changer la société. Pour l'historiographie arabe, il s'agit pourtant bien d'une révolution. Cette différence sémantique peut sembler insignifiante, mais elle change complètement le point de vue et la portée de l'événement. 11 novembre 1918. La Première Guerre mondiale est terminée. Mais pour les Hachémites, les enjeux de la révolte arabe ne s'arrêtent pas à la capitulation ottomane. Hussein continue sa lutte pour le contrôle de la péninsule et la création d'un grand califat arabe. Il n'est pas le seul.
Ibn Saoud, émir du Najd, a su profiter du chaos pour lancer un djihad et agrandir son royaume. Porté par sa conviction religieuse, c'est un adversaire redoutable. D'autant plus qu'entre-temps, Hussein a été informé de l'existence des accords Sykes-Picot prévoyant le démembrement de l'Empire ottoman au profit de l'Angleterre et de la France. Il sait qu'il ne peut plus compter sur le support indéfectible des Britanniques qui maintiennent le doute sur leurs réelles intentions et multiplient les fausses promesses et les engagements sans avenir. Lawrence, lui, connaît ce lourd secret depuis longtemps. Durant ces années de lutte dans le désert, il a été tiraillé entre sa fidélité à la couronne et sa loyauté envers ses nouveaux frères d'armes. Il n'a jamais rien dit. Pour soulager sa conscience, il a tout fait pour que la rébellion soit victorieuse et ait les meilleures cartes en main pour négocier. En janvier 1919, les vainqueurs de la Grande Guerre se réunissent pour redessiner la carte de l'Europe et du Moyen-Orient. Lawrence y accompagne le prince Faisal en qualité d'interprète et de conseiller. L'ultime bataille, bien plus décisive que toutes celles menées sous le soleil d'Orient. En vain, la décision est déjà prise depuis longtemps. Oubliant toute promesse, les accords Sykes-Picot sont entérinés. Le Moyen-Orient sera britannique et français. Le coup de grâce est donné par la France. Le 24 juillet 1920, un contingent français arrive à Damas pour en prendre possession, conformément aux accords. Les anciens compagnons d'armes de Lawrence résistent. Ils sont massacrés. Seul réconfort, Lawrence réussira à infléchir les décisions britanniques. Le gouvernement de Sa Majesté offre à Faisal le trône d'Irak en remplacement de celui de Damas. Un dirigeant sunnite à la tête d'un État majoritairement chiite. Déçu, le prince reproche à Lawrence de l'avoir trahi et de ne s'être jamais vraiment battu pour la cause arabe. L'archéologue devenu chef de guerre tombe alors dans une profonde dépression. Pour fuir une renommée de plus en plus envahissante, il se réfugie dans l'anonymat. Il n'est bientôt plus que l'ombre de lui-même. Le 19 mai 1935, il meurt des suites d'un accident de moto. Il avait 47 ans. En 1924, Ibn Saoud envahit le royaume du Hedjaz. Hussein est contraint à l'exil. Il n'en reviendra jamais. En 1932, année où l'on y découvre de nouveaux gisements de pétrole, la péninsule arabique est presque entièrement sous la coupe d'Ibn Saoud. Plus tard, ce pays prendra le nom de son fondateur et deviendra l'Arabie saoudite. Mais ceci est une autre histoire. En 1926, Lawrence publie ses mémoires, Les 7 piliers de la sagesse. Il y décrit notamment son action au Moyen-Orient. Cet ouvrage deviendra le livre de chevet de Che Guevara, Nelson Mandela et Winston Churchill. Mais on peut se demander quelle y est la part de vérité et la part de légende. Qui était finalement le colonel Lawrence ? Il s'est décrit lui-même comme un pion dans le vaste échiquier de la politique impériale britannique. Tout bien considéré, le bilan de son action est très mitigé. Hussein, lors de leur tout dernier entretien, l'a relégué au rang de traître et fait expulser. Pour nombre de ses collègues militaires, il était fantasque et loin d'observer la tenue que l'on attend d'un officier britannique. Mais une chose est certaine, Lawrence est devenu un héros légendaire, un aventurier à la trajectoire insolite. Très respecté des Bédouins, d'un engagement sans limite, il a risqué 1000 fois la mort au cœur des combats. De la traversée du terrible désert du Néfout aux attaques de train à la dynamite, de sa première nuit dans le désert aux chevauchées épiques, il est indéniable que le lieutenant-colonel a amplement mérité son surnom. Lawrence d'Arabie. Vous venez d'écouter
L'effet papillon, quand l'histoire bascule. Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée et suivre Initial Studio sur les réseaux sociaux. L'effet papillon, quand l'histoire bascule, est une série de podcasts coproduite par Initial Studio, Madfilm et Triary Prod, adaptée de la série documentaire audiovisuelle Point de repère, coproduite par Madfilm et Triary Prod, créée par Pierre Lergenmüller et Jean Marc, et écrite et réalisée par Pierre Lergenmüller, avec les voix de Michel Roy et Karine Pinotto. Production exécutive du podcast, Initial Studio. Production éditoriale, Sarah Koskiewicz et Mandy Lebourg. Montage, Camille Legras. Avec la voix d'Alix Martineau.